Salam alaikum Azul Filaoun. Bonsoir. Être ou ne pas être, au-delà de son contexte shakespearien, l'expression peut aussi bien décrire l'engagement des armées envers leur nation que la dignité d'un peuple à vivre libre et indépendant. Cette symbiotique ne s'accomplit que si, et seulement si, les fondamentaux de la nation sont acceptés et respectés par chacune des deux parties. C'est-à-dire si la loi fondamentale est le résultat d'un suffrage universel adopté par l'ensemble des composantes de la société et que ces garants ne se transforment en force politique puissante et incontournable à l'accession et au maintien au pouvoir. La sécurité nationale qui, par essence globale et systémique, dépasse le cadre strict de la défense, a besoin d'une symbiose entre le peuple et ses gouvernants. Elle a besoin d'un débat permanent et de veille sur les capacités du pays à anticiper, s'adapter et réagir en temps réel aux différentes menaces ou dysfonctionnements, quelle que soit leur nature. L'armée ne constitue que l'un des instruments de renforcement de la sécurité. La diplomatie, les politiques socio-économiques et les divers outils de médiation peuvent influer sur les moteurs de tension et des différends. Un contrat social nouveau, suite au bilan de gestion chaotique du pays et des revendications récurrentes du peuple, serait le projet d'une Algérie nouvelle où le pouvoir émanerait du peuple. Les services de sécurité dans leurs ensembles ne doivent se convertir en instruments de défense des pouvoirs en place. L'armée qui détient toujours la totalité du pouvoir réel, tout en se déclarant éloignée de la politique, n'est plus ce qu'elle était. Le militaire a des prolongements et un ancrage dans la société et réciproquement, le tout dans une osmose qui ne devrait s'accommoder de tendances politiques ou idéologiques préjudiciables à sa cohésion et à sa profession. Une nouvelle représentation du rôle de l'ANP, débarrassée des tendances dirigistes d'antan, ouvrirait au pays d'autres horizons et lui épargnerait sans doute la gestion des crises cycliques internes qui affectent le citoyen et risquent de ternir son image publique. Ces considérations commandent l'émergence d'une gouvernance qui reçoit ses pouvoirs directement des mains des gouvernés. Les gouvernements légitimes sont par essence plus stables parce qu'ils disposent d'un soutien relativement plus large et donc plus important de la société pour faire face aux problèmes internes. S'adapter aux changements et juguler les conflits qui touchent le bien-être des individus et de la collectivité. Seuls des rapports globaux avec un nouvel paradigme, une nouvelle signification, associant l'ensemble des partenaires seront capables de renforcer à la fois la sécurité et la démocratie. La gouvernance dans la paix ne passera pas que par la contrainte, elle passera aussi et avant tout par la construction d'un espoir au sein de la population, d'une confiance en l'avenir. Cet espoir est concomitant à la nécessité d'un gain en légitimité du système politique, dont la crédibilité a été mise à rude épreuve par les monstres qu'il a fait émerger de son sein. شبيبة نايضة راو داير روحو ما يسمعش المزبلة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الأميمة ما نسات بدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات يا الخاين لاقت بك من يدك هربت ما ولات تروح وقاع تطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك الضيبع بقرت لي تماما تنباع توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خديك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك تتنحو قاع عافيك من غير بوليسيون باسيفيك يا بنتي ما لهناش ملكية ما
سنين وبقينا حاصلين بين وبين بين حكم الميت ولا شر وكلاش القتالين طحتوا في اليدين ما نسمحوا اليوم الدين نموتوا ماشي خساره وتبقى بلادي في العينين. Algérie, pouvoir et clientèle face au peuple, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Adel Jabbar, analyste politique depuis le Canada via Skype. C'est Adel, marhaba bik, bonsoir. Merci beaucoup de l'invitation. Un grand bonjour à vous, à vos invités, à notre peuple, à la Syrie et à Merci à vous, c'est Adel. Je pense qu'on a un petit problème de son. On va essayer de régler ça très rapidement. On a aussi M. Jamel Ghessoum, candidat à l'élection législative, la dernière donc élection législative, qui est avec nous via Skype aussi depuis Paris. Jamel Ghessoum, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Sinar et merci pour l'invitation. Merci à vous aussi Jamel. On aura aussi Ihsan Qadi, directeur de Maghreb Émergent et Radio M, qui sera avec nous via le téléphone depuis Alger, et Maître Belkacem Naïd Salah, avocat militant des droits de l'homme depuis Oran, qui est avec nous. Maître Belkacem Naïd Salah, marhaba bik, bonsoir. Bonsoir, marhaba bik, si Jamal. Atik Saha, si Belkacem, merci à vous. On va commencer cette émission avec vous, Adel Jabbar. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Adel Jabbar, comment peut-on donc décrire le vendredi 122? Donc, on a vu les Algériens sortir dans quelques villes en force, mais peut-être moins dans d'autres villes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire après, bien sûr, l'élection législative? On a vu un très grand boycott des Algériens par rapport à ces élections, un refus total, si on peut dire. On parle de 23% de participation, donc d'après les chiffres qui ont été donnés par Mohamed Chorfi. Adel Jabbar. Ce qu'il faut retenir pour ce vendredi, c'est que le terrain est encore là. S'il est dans le cœur, dans l'esprit des Algériens, il ne mourra pas. C'est une idée, l'idée ne meurt jamais. Et surtout quand cette idée-là est motivée par un désir de liberté, d'indépendance et d'accès à la citoyenneté et à la dignité, chose que refuse ce régime militaire, cette dictature crie. Il y a eu, je sais... Adel Jabbar. Oui, je vous écoute. Adel Jabbar, on va juste essayer de régler ce petit problème de son. Je pense qu'on vous entend pas très bien, c'est pas très clair. Mais on va essayer de régler ça. Je vais revenir à vous. Je vais donner la parole à Jamel Ghessoum. Jamel Ghessoum, vous étiez donc candidat à cette élection législative qui a été rejetée par la majorité du peuple algérien, donc qu'il ne voyait pas que la solution était d'organiser des élections. Le peuple algérien, dans sa majorité, demandait donc la rupture avec le système politique qui a été donc mis en place depuis 1962. Mais malheureusement, donc, on a vu une élection qui a été boycottée par la majorité des Algériens et le régime qui nous parle donc d'une élection qui mettra, si on peut dire, l'Algérie sur la bonne voie. C'est ce qu'il a décrit, lui, entre guillemets, de l'Algérie nouvelle. Jamel Ghessoum. Alors, que le scrutin ait été rejeté, boycotté, il faut être en dessous des conditions mentales normales pour ne pas reconnaître cet état de fait. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Moi, j'en ai, si vous voulez, une lecture qui m'est propre par rapport aux préoccupations qui sont les miennes. Et c'est la raison pour laquelle je me suis présenté. Et de ce point de vue, sur la question algéro-algérienne, des éléments de langage que je ne comprends pas trop, je préfère rester dans mon domaine de compétences. Moi, je me suis présenté à l'élection législative algérienne en France, sur des problématiques bien particulières et sur lesquelles l'État n'a pas beaucoup, si vous voulez, d'appui pour interférer sur ce qu'un député peut faire. C'est la raison pour laquelle je me suis présenté. L'analyse que j'en fais, sinon, ici, en France. Oui, mais Jamel Ghessoum, je m'excuse. Vous vous êtes présenté en France, mais vous vous êtes présenté pour un parlement en Algérie. C'était donc des législatives concernant l'Algérie, notre pays, votre pays. Oui, c'est ça, tout à fait.
Moi, ce que je veux dire par là, j'assume mes responsabilités. Je me suis présenté et je les assumerai. Ce que je veux dire par là, c'est que, étant né en France et après avoir toujours vécu en France, moi, ce qu'il m'a importé en premier chef et en premier lieu, ce sont les conditions des Algériens en France. Et donc, l'écosystème franco-algérien, et non pas l'écosystème algéro-algérien. De ce point de vue, si je me suis présenté, c'est pour proposer des solutions concrètes en ce qui concerne les Algériens de France, et qui, là, c'est quand même très important ce que je vais dire par rapport à la posture qui est la mienne. C'est un projet avec des mesures sur lesquelles l'État algérien ne pouvait pas interférer d'une manière ou d'une autre. J'ai donc mis en place un programme très particulier et je ne suis pas rentré dans le problème, je dirais, algéro-algérien. Par exemple, en Algérie, je ne me serais jamais présenté. Par exemple. Oui, mais vous avez parlé, Jamal Kssoum, parce que l'élection est passée. Là, on ne parle pas de vous, on parle de ces élections. On parle de ces élections. Vous étiez candidat à ces élections qui ont été rejetées par la majorité des Algériens. Maintenant, est-ce que vous pensez que l'élection législative était un échec? Vous avez participé dans plusieurs émissions, dans mes émissions à moi, et vous avez dit que moi, j'ai confiance en Abdelmajid Tebboune, qu'il a une bonne intention pour changer les choses, pour donner du dynamisme à cette nouvelle Algérie. Mais malheureusement, on se retrouve avec un FLN, avec un RND, avec le parti Hems. Oui, alors, de ce point de vue, permettez-moi deux interventions parce que vous avez abordé deux thèmes distincts. Tout d'abord, sur l'élection législative en France, il y a eu deux alliés objectifs, sans forcément communiquer ou peut-être communicants, qui ont rejeté, qui en tout cas se sont arrangés pour rejeter ces élections. Il y a eu les partis qui ont appelé directement au boycott, c'est leur droit, mais il y a eu, c'est quand même ça qui est important, et c'est ce qui explique que le FLN en France est passé. Et je vais vous le dire pourquoi. D'un point de vue technique, parce que c'est très important ce que je vais vous dire, c'est ça, pour que les téléspectateurs puissent comprendre. Lorsque la frontière a fermé, elle a réouvert le 1er juin. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais prévenu tout le monde sur ça. La Aïssaba, qui se trouve en Algérie, a déclaré la réouverture des frontières le 1er juin et quelques jours ensuite, ils ont mis des contraintes incroyables, ce qui a fait que les Algériens de France qui espéraient quelque chose se sont mobilisés encore plus pour boycotter. Ce qui veut dire qu'il y a eu une alliance objective entre ceux qui appelaient de manière ouverte au boycott des élections et l'Aïssaba qui est aux commandes encore en Algérie. Ce qui a fait quoi? C'est qu'en France, la plupart des votants ont plus de 75-80 ans. C'est sociologiquement les électeurs du FLN. Et c'est la raison pour laquelle le FLN est passé. Donc il y a eu une alliance surnaturelle entre ceux qui appellent au boycott et l'Aïssaba qui est en Algérie. Vous avez abordé un second point sur le fait que je déclarais que Abdelmajid Tebboune est de bonne volonté. C'est vrai, je l'ai dit à plusieurs reprises, je continue à le penser. Par contre, là où j'ai véritablement changé, c'est que maintenant, et je devais faire un direct à 20h, mais vous m'avez appelé, c'est l'occasion. Je me place dans ce que j'appelle une opposition intelligente et sélective. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la bonne volonté du président de la République ne suffit pas. C'est clair. Elle a permis, en outre, de faire revenir la Aïssaba qu'on avait connue avant le Hirak. Donc, on peut être de bonne volonté, mais sa bonne volonté n'est pas utile au peuple algérien. Je le dis comme je le pense. De ce point de vue, Abdelmajid, donc je donne moins de crédit, on va être clair, je donne moins de crédit maintenant à la bonne volonté du président de la République, puisque sa bonne volonté n'a pas été utile au peuple algérien, puisqu'il a permis le retour de la Aïssaba. Voilà. Est-ce que vous pensez que ces élections étaient transparentes, Jamal Kssoum? En France, oui. En Algérie, je ne pense pas. Parce que des oiseaux qui coupent des fils électriques, il faudra qu'on m'explique si on a des oiseaux politiques en Algérie. En France, je pense qu'elles ont été sincères. Et c'est pour ça que j'ai une déception des Algériens de France qui ne se sont pas mobilisés et qui, de ce fait, ont laissé passer un parti qui ne va rien faire. En Algérie, je suis beaucoup moins sûr, parce que quand on voit ceux qui ont gagné, le fils Abou Gtaïa, qui est un jeune dépravé, quand on voit qu'une dame à Tlemcen qui tient une maison close va être députée, non, ça n'est pas possible, ou alors on a vraiment un peuple qui n'a rien compris. S'il a autant rien compris en Algérie qu'en France,
effectivement, je pense que l'avenir de l'Algérie est fortement compromis. Le président de la République, et je le tiens responsable pour cela, parce que c'est lui. Est-ce que vous pensez que c'est le peuple, celui qui est dans la rue? Est-ce que vous pensez que c'est lui, c'est le peuple qui a compris quand vous parlez de compréhension de la situation? Est-ce que vous pensez que le peuple algérien qui est dans la rue, c'est lui qui a compris le danger dont l'Algérie elle est en ce moment? Alors, il peut, bien évidemment, il peut très bien l'avoir compris. Ensuite, il y a les actions que l'on pose, que l'on met en place, qui font que, où on va effectivement vers une période noire et sombre, où on essaye de faire le mieux possible pour faire que l'on puisse relever un peu la situation. Moi, je pense que le peuple algérien, évidemment qu'il a compris. Attendez, 23%, 23% si ce sont les chiffres réels, hein, 23% de participation. Écoutez, si l'alcool était halal, 23%, on pourrait la rendre halal. Donc, le peuple algérien n'est pas ignorant, du moins en Algérie. En Algérie, il y a une forme de conscience politique du peuple algérien que l'on n'a pas ici en France, malheureusement. Très bien. Restez avec nous, Jamal Ghassoum. Je ne sais pas si on a Adel Jabbar avec nous. Adel Jabbar, est-ce que vous... Je suis avec vous, oui. Ah, très bien. Je pense que le son est meilleur. Adel Jabbar, je vous ai posé une question donc, par rapport au Hirak d'hier. On a vu les Algériens encore déterminés après cette élection qui a été rejetée par la majorité des Algériens. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette détermination? Comment on peut l'évaluer, surtout que beaucoup qui sont bien sûr dans le cercle du régime, si on peut dire, disent que le Hirak est fini, mais le Hirak est toujours là. Ils disent ce qu'ils pensent, eux ils disent ce qu'ils pensent, et nous disons ce que nous pensons. La réponse du peuple a été cinglante. Il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. 3 fois de suite, le peuple algérien a dit non. Il faudrait que ces incultes politiques qui sont là en train de vouloir gérer à la hussarde et à coups de mitraillette ce pays comprennent une chose, je ne sais pas s'ils vont le comprendre, il faut qu'ils arrivent à intellectualiser définitivement que NON, c'est-à-dire non, est une phrase complète. Et le peuple algérien a 3 fois de suite dit non. Ceux qui sont en train de vouloir mettre de l'opprobre sur le peuple algérien, ils n'ont rien compris encore. Le peuple est dans son droit le plus absolu de choisir qui il veut. Et le génie du peuple n'a jamais cessé de dire depuis le 22 février 2019 « Ma kash intikhabat ma'al isabat ». C'est des gangs de rue, ce n'est pas des hommes d'État, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ou une minorité de gens pensent, c'est des hommes de main, c'est des bandits armés. C'est des gens qui sont là dans le déni le plus total. Et quand ça ne marche pas chez eux, ils prennent des raccourcis. Je sais qu'en Algérie, la ligne droite n'est pas le chemin le plus court. Il faut toujours zigzaguer pour arriver très vite. Mais en politique et dans la réalité des choses, c'est la ligne droite qui est le chemin le plus court. Donc, qu'on cesse de mettre la faute sur le peuple algérien a dit une fois dans son immense génie, maintenant, pour répondre à ceux qui ont été balayés par le peuple algérien, je dirais que ça ne vaut même pas la peine de répondre à des gens qui ont eu 0. Ce n'est pas le DRS qui va voter, ce n'est pas l'Aïsaba au pouvoir ni les généraux qui vont voter, c'est le peuple algérien souverain dans son droit, souverain dans ses devoirs, qui va voter et qui va choisir l'élu qu'il veut, le responsable qu'il veut. Malheureusement, ce régime-là n'a rien compris. Il est en train de faire perdurer encore ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire diviser pour régner, opprimer, violenter, agresser, voler, etc., pour pouvoir durer. Mais je dis à ces gens-là, nous sommes unis et vous êtes finis. Ce n'est pas les Gavroches qui nous ont sortis. Mais Adel Jabbar, quand vous dites ça, nous sommes unis, vous êtes finis, comment peut-on faire la lecture de ces élections législatives que le peuple a rejetées
On a vu une majorité du FLN, donc le FLN est de retour. Je pense on va juste écouter ce qu'a dit donc le secrétaire général du FLN, donc Badji, ce qu'a déclaré à Tizi par rapport au résultat de Tizi, Soundbite FLN, si c'est possible, on l'écoute et je reviendrai à vous, à Adel Jabbar. تبقى هي نتيجة تاريخية لأنني سهرنا إلى غاية 4 صباحا في اليوم الأول الانتخابات، وكانت أول بشرى في الصباح يعني لما رن الهاتف جات مناضلة عضو اللجنة المركزية الأخت سميرة مخلوفي هي اللي كلمتني بشرتني 8 من 9 وإذا تزوجوا 2 هذا معناه أنه أزكى لفلاني الليلة. نترجمها لك معناتها هذا شعار إخوتنا القبائل، أزكى لفلاني الليلة، معناتها لفلان متواجد اليوم وغدا الأفدان بقوة في منطقة القبائل. Adel Jabbar, quand on entend ces déclarations de Badji, le secrétaire général du FLN, le FLN il est là. Hier, aujourd'hui, le FLN existera. Et comment peut-on lire donc ce résultat, surtout qu'on a parlé de l'Aïsaba, qu'on a parlé d'une nouvelle Algérie, des méthodes nouvelles de gestion, et on a parlé même d'Akhlaqat al-Majal Siyasi. Comment peut-on faire la lecture politique de ces résultats? Avec des cinglés pareils. Quand j'écoute ce monsieur-là parler de majorité, de quelle majorité parle-t-il? La majorité, c'est 3 ou 4 millions de votants, c'est-à-dire la clientèle du régime. Qui est parti voter. Donc les fonctionnaires, les soldats, les gendarmes, les policiers, tous les obligés du régime sont partis déposer un bulletin au niveau de l'urne. Il y a eu 3 ou 4 millions ou 5 millions de votants. C'est-à-dire avec la levure qu'ils ont mis pour faire enfler les chiffres, ils sont arrivés à 23%. L'immense majorité des Algériens a tourné le dos à cette mascarade. Il ne s'agit pas d'une élection, c'est un cirque. Et un scrutin frelaté qui a été organisé par un régime dictatorial. C'est toujours le fait du prince. Si je comprends bien ce monsieur-là et je rentre dans sa logique, je comprendrai alors qu'au niveau d'une maternité, je vais trouver des vierges. C'est exactement la même chose. Donc qu'ils arrêtent de nous embêter. Comme il y a eu, c'est les militants du FLN qui ont voté, les militants du RND, et puis tous les obligés, les soldats qui couraient en ordre serré de bureau en bureau pour aller voter 1 ou 2 ou 3 fois. Le peuple algérien était chez lui. Il n'a absolument pas répondu à la sollicitation de ce régime de pacotille. C'est la 3e fois de suite qu'on a tourné le dos à ces gens-là. On ne les écoute même pas. Eux, ils ont leur agenda. Les Algériens ont leur propre agenda. Ça ne se terminera pas comme ça. Ils ne répéteront pas le remake de 92 ni de 88. Les temps anciens sont échus. Le bon vieux temps est fini pour eux. Nous sommes dans une autre ère où la technologie, où la communication, où l'information circule à la vitesse de la lumière. Ce n'est pas parce que ces crétins-là, et j'ose les appeler ainsi, disposent d'un pouvoir exécutif et d'un 4e pouvoir qu'ils ont totalement inféodé, la presse. Ils vont penser ils ont tout échoué. Ils ont perdu leur bataille de la communication. Un petit harag, un jeune homme harag, avec un ordinateur, il tient en haleine une armée ou Seleb Sintaha qui dépense 13 milliards de dollars et qui ont l'appui de puissances étrangères. Vous me parlez d'un régime. C'est pas un régime. C'est un régime de bananes. Après avoir transformé ce pays, cet État, en État dictatorial, ensuite en État narcotrafiquant, ils en ont fait un État pédophile. Aujourd'hui, l'ONU est saisie par 82 organisations non gouvernementales où il est expressément écrit qu'il y a des agressions sexuelles qui sont commises par les responsables sécuritaires. Très bien, on parlera de ça, Adel Jabbar, donc de ces 82 ONG qui ont saisi donc le Conseil des droits de l'homme de l'ONU.
Je vais donner la parole à Maître Belkacem Naïd Saleh. Maître Belkacem Naïd Saleh, est-ce qu'on peut dire que cette élection a été un échec pour le régime et un succès parce que a été pour le peuple, pour le Hirak, qui a boycotté donc dans sa majorité cette élection? Tout d'abord, il faut être clair sur les notions et les concepts. Je dirais que ce n'est pas un échec, mais c'est un fiasco. C'est un fiasco électoral. Le peuple a de nouveau, par son génie, posé une question pertinente, qui est la question de la légitimité. Et à partir de là, on essaye, par le cynisme de ce que je viens d'entendre, de délire d'un ancien candidat qui nous parle d'affaires algériennes, je ne sais pas quoi. C'est quoi ce délire? C'est quoi cette plubisterie? Le peuple algérien a boycotté d'une manière claire, nette et précise les élections. Les élections, c'était un fiasco total. Le problème qui se pose, c'est que les Algériens posent pour la énième fois la question de la légitimité et la question de la rupture d'un système politique qui a fait 100 ans. Les Algériens aspirent à un état de droit. Ils voient que cette manière de faire, cette manière de voir les choses, le problème n'est pas législatif. Le problème, c'est un problème politique. Il faut qu'il soit résolu d'une manière politique. Nous l'avons dit dès le départ, tout en s'éloignant du cynisme de certains, que le problème est politique et qu'il ne peut être résolu cette fois-ci que par un examen profond et un débat. Vous avez parlé, Maître Belkacem Naïd Saleh, vous avez parlé de légitimité et là je vais vous faire entendre donc un petit passage du président du parti Sawt al-Sha'b, Yamin Asmani. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport donc à cette rupture de confiance entre le peuple et le régime? On va essayer d'écouter ce qu'il a dit et je reviendrai à vous très rapidement, Maître Belkacem Naïd Saleh. الانتخابات اللي شارك فيها الشعب الجزائري 23.7% من الهيئة الناخبة. إذن يبين أن هناك يجب أن تكون دراسة في علم الاجتماع السياسي. لماذا العزوف؟ لازم نفرق بين المقاطعة والعزوف. الآن نعيش عزوف حقيقي بعد تكراره بعد استفتاء الدستور. تبين أن الشعب الجزائري الآن كاين خلل الثقة، يجب استرجاع تلك الخلل من خلال أداء سواء جهاز تنفيذي أو طبقة سياسية أو مجتمع مدني بل كل الشعب الجزائري. كاين إشكالية أنه الآن العزوف تكرس في سلوكات الجزائريين. نحن في الحزب نؤمن أن هذه المشكل يجب أن يدرس بنظرة علمية بنظرة واعدة مع اختصاص، لأن العزوف هو اللي صنع جدلية الانتخابات. هو كان العنوان بالبند العريض، هو اللي كان العنوان الكبير. عزوف يعني كبير. Maître Belkacem Naïd Saleh, cette question de confiance, et on peut dire aussi ce qu'a dit Yamin Asmani, donc ce parti qui a participé à ces élections, il parle donc de problèmes de confiance, et que dire aussi que la référence et le boycott est devenu la référence chez les Algériens parce qu'il y a un problème de confiance. Qu'est-ce qu'on peut dire, Maître Belkacem Naïd Saleh? Moi, j'ai parlé il y a quelques minutes du cynisme. Voilà un exemple typique du cynisme. Alors, ces politicards, ils n'ont aucune assise. Ils sont là pour faire le pique, ils sont là pour mentir, pour faire au peuple, de faire le clown. Nous avons eu Sellal et Oud Abbas et j'en passe des meilleurs. Maintenant, nous avons une autre catégorie, d'autres personnages folkloriques, d'autres clowns. C'est le cynisme, c'est ça le cynisme, l'opportunisme, c'est ça le drame de l'Algérie. Le problème, il est politique. Alors ces gens-là, ils ont des boutiques de politicards, ils perçoivent des intérêts et des privilèges et qui veulent nous faire dire qu'ils viennent de découvrir qu'il y a un boycott. Mais le boycott, il date depuis 1962, le peuple est en rupture épistémologique avec la nature du pouvoir. Le peuple est revenu en 2019 comme un élément majeur après avoir vécu des crises et on a payé un prix très lourd durant une décennie de morts, des centaines, des milliers de morts, des disparus, des orphelins, des veuves,
Voilà, le peuple dit cette fois-ci, basta, il faut qu'on revienne et qu'on impose. Après 20 années de rapine, de gabegie, de corruption, on a dilapidé ce pays-là, on l'a mis à genoux, le peuple est sorti, ayant vu que le pays va vers le désastre inévitable, il est sorti pour dire basta, il faut arrêter pour faire opérer la rupture. Le peuple ne veut plus être soumis, il veut s'émanciper. Le peuple a le droit de choisir qui il veut. Le peuple algérien, il ne peut même pas choisir un maire d'un village. Alors comment voulez-vous quand j'entends les Algériens à faire feu algéro-argentins? C'est quoi ce délire? Les Algériens ont dépassé, les Algériens, une autre génération actuellement qui a dépassé ce genre de discours, ce genre de flibusterie, de cynisme, ce genre d'hypocrisie. Les Algériens veulent construire un État et c'est légitime. Et la question de légitimité, c'est elle le nœud courien, c'est elle la clé de voûte, c'est elle le code pour passer à une autre étape. En dehors de ça, ce n'est que mensonge. Maître Belkacem Naïd Saleh, ceux qui ont parié que de faire arrêter ou de stopper donc ce Hirak, est-ce que vous pensez que ils ont réussi ou c'est une illusion? On a vu ce qui s'est passé hier. Il y avait des villes où il y avait des milliers d'Algériens qui sont sortis pour dénoncer donc pour eux ce qu'ils appellent simulacre législatif ou ce simulacre d'élection. On va essayer d'écouter la réponse des hirakistes à Tizi Ouzou par rapport aux déclarations donc de Badji, le premier secrétaire ou le secrétaire général du FLN. Belkacem Naïd Saleh, ما فوتيناش ما عندناش رئيس. Les slogans sont très clairs. Votre lecture, Belkacem Naïd Saleh? Le Hirak dès le départ a fait un slogan remarquable et qui est toujours d'actualité. Quand il a durant les marches du Hirak, et ils ont participé, ils disaient le FLN dégage. Alors de quoi on est en train de dire quoi? Le peuple a dit le FLN dégage, on refait. Du moment qu'ils ont fait une lecture qui a été un peu manipulatrice, ils sont revenus à ce qu'ils s'appelle revenir aux premières écoles de la corruption, les premières écoles de la rapine qui sont le FLN et le RND et cette clientèle de boutiques de politicards. Le peuple est en rupture, je vous dis, il est en rupture épistémologique. Le peuple veut le changement. Et le Hirak, pour certains, on essaye d'une manière ou d'une autre de donner sa propre vision. Le Hirak est un contre-pouvoir. C'est un contre-pouvoir. Le Hirak est un contre-pouvoir. C'est un cri de colère d'une société. C'est un cri de colère d'un peuple qui veut un changement pacifique, qui veut et qui a le droit de choisir ses gouvernants, qui aspirent à un état de droit, à des institutions légitimes, élues par le peuple, que le choix revient en premier, en dernier lieu, au peuple, que le seul détenteur de la décision politique et de la légitimité, c'est le peuple. Il ne faut pas se leurrer. Le Hirak est là, il restera tant que les causes de la contestation de la société algérienne et du peuple sont là. Le mécontentement du peuple n'est pas, ce qu'on peut dire, n'est pas un fruit du hasard. Il est le fruit d'une crise plus profonde, de drame, et j'en passe. Le peuple peut, cette fois-ci, s'émanciper. Il n'a pas payé un lourd tribut à l'indépendance pour vivre sous la soumission, pour ne pas être respecté, pour ne pas choisir ce qu'il veut. Il aspire à avoir des institutions légitimes. Il aspire maintenant à faire une rupture avec la légitimité historique ou révolutionnaire. Maintenant, nous voulons la légitimité populaire. Cette légitimité, elle est légitime, la légitimité juridique. Maintenant, on a dépassé
le genre de discours et le genre de fourberie qui ne sert à rien et qui peut mener ce pays-là au désastre. Très bien, restez avec nous, Maître Belkacem Naït Saleh. Jamal Ghessoum, je reviens à vous, je vous donne la parole, Jamal Ghessoum. Les déclarations de l'ancien ambassadeur américain en Algérie qui parle donc de cette élection, l'élection en Algérie accentue les divisions politiques. Donc c'est le titre de sa lecture de cette élection. Est-ce que vous pensez que le Hirak est toujours là parce que on n'a pas essayé de régler cette crise profonde qui touche notre pays et qu'on est en train d'appliquer la politique du fait accompli contre donc la volonté du peuple qui demande une vraie rupture avec le système. Jamal Ghessoum. Alors, droit de réponse quand même, parce qu'on m'attaque nominativement, donc je ne peux pas me laisser faire. Juste très rapidement, avant d'aborder la question de l'ambassadeur et de cette déclaration, depuis le début de l'émission, je n'entends qu'aboyer. Donc on va commencer à parler. J'aimerais que l'honnêteté intellectuelle fuse ici sur ce plateau. Lorsque un avocat des droits de l'homme me cite et m'attaque sur Facebook sans avoir le courage de m'affronter directement, je dirais que d'un point de vue intellectuel, cela ne vaut pas plus que de la prostitution. C'est la prostitution intellectuelle auquel se livre un avocat des droits de l'homme. Si c'est cela le Hirak, je n'en veux pas. Soyons clairs. Maintenant, je vais revenir sur votre question sur la déclaration de l'ambassadeur par rapport aux élections et au Hirak. Tout d'abord, je pense que les États-Unis ne sont pas ils sont maîtres du monde, le gendarme du monde, mais en termes de démocratie et en termes de paix dans le monde, je pense qu'ils sont les moins bien placés pour en parler. Donc, quand on est pauvre, on ne dit pas à l'autre qu'on va s'enrichir. Donc, de ce point de vue, je le retire carrément et aussi bien la France que les États-Unis. Sur la question du Hirak, et je renvoie tout le monde à ma déclaration sur RT du 23 mars 2019, où je disais que, dès le début du Hirak, je disais qu'il ne faut pas lâcher prise sur les demandes et que je ne suis pas confiant sur la suite que vont donner ces mouvements. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas eu, et je l'ai dit 2 ou 3 fois sur votre plateau, c'est qu'il n'y a pas eu comme partout dans le monde, lorsqu'il y a des mouvements populaires, il y a à un moment donné une représentation politique pour peser. Parce que quand on veut peser dans le débat politique, on ne pèse pas de manière complètement divisée en déclarant chacun de son côté, le Hirak c'est moi, le Hirak c'est moi. Lorsque j'entends vos invités, s'ils représentent le Hirak, je suis contre ce Hirak, soyons clairs, parce que... mais personne... vous voyez ce que je veux dire? Jamal Ghessoum, personne n'a dit qu'il représente le Hirak, Jamal Ghessoum. On ne peut pas les entendre, sinon ça... Jamal Ghessoum, personne n'a dit qu'il représentait le Hirak. Et le Hirak, je pense que... Excusez-moi, sur la sémantique, Sinas. Non. Sinas, la sémantique, quand on dit nous, moi je ne me permettrai pas de dire nous en parlant du Hirak, en m'incluant dans un système ou dans un mouvement, en gros, je représente. Non, si les 2 personnes représentent le Hirak, pour moi c'est Tehrak. C'est ni plus ni moins. Si c'est ça le Hirak, je peux vous assurer que, étant dans l'opposition maintenant, je me place dans l'opposition, je m'opposerai à ces gens qui ne font qu'aboyer et n'apporter aucune solution. Voilà ma position. Non, je suis obligé, Jamal Ghessoum, de donner la parole. Je ne sais pas si vous êtes en train de parler de Maître Belkacem Naït Saleh. Si vous êtes en train de parler de lui, je suis obligé de lui donner la parole. C'est de lui que je parle. Le droit de réponse. Parce que quand on est dans la politique... Maître Belkacem Naït Saleh, il a donné son avis par rapport à la situation politique, Jamal Ghessoum. Je ne pense pas qu'il parlait de vous. Belkacem Naït Saleh. Oui, il faut être précis. Il n'y a pas mieux que la vérité. Monsieur Jamal Ghessoum, je reste très poli, m'a envoyé sur Messenger un message que j'ai décliné, que j'ai supprimé, et je lui ai dit que nous ne jouons pas dans la même catégorie. Moi, je suis un homme de principe, lui, c'est un opportuniste qui croit, étant en place, il peut faire berner les Algériens. Et je m'arrêterai là. Je n'irai pas plus loin parce que j'ai du respect pour ma personne. Et pour très bien, reste avec nous, Anna. Je ne veux pas que ce soit un débat qui va tourner vers tout ce qui est personnel. On est en train de parler de la situation en Algérie. On reste dans
ce débat. Ihsan El-Qadi qui nous a rejoint, directeur de Maghreb Émergent et Radio M. Ihsan El-Qadi, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, bonsoir. Merci à vous, merci pour l'invitation. Ihsan El-Qadi, quelle est votre lecture de la situation après ces élections? Les Algériens sont toujours dehors, on parle de vendredi 122, des milliers qui étaient bien sûr à Tizi, à Bougie, dans d'autres villes, mais un peu moins bien sûr dans d'autres villes. Mais le Hirak est toujours là pour dire non à la politique du fait accompli, non à ces élections. On a vu donc le boycott qui était donc, si on peut dire, le gagnant de cette élection. Ihsan El-Qadi. Écoutez, moi je pense que en fait, si on avait besoin d'une confirmation supplémentaire que nous étions dans une impasse politique complète, nous l'avons. Enfin, on peut se demander pourquoi il fallait ajouter un troisième rendez-vous électoral pour bien observer que la rupture quand même entre les Algériens et le système est profonde. Et la rupture est en fait plus profonde que ce qu'on en pouvait en attendre. C'est-à-dire que moi-même, il m'est arrivé de dire sur le plateau de Radio M, dans les différentes émissions, que je ne m'attendais pas à un tel niveau de désaffection des Algériens, des électeurs, à l'occasion du vote du 12 juin. Et donc la crise est en fait encore beaucoup plus profonde que ce que nous redoutions nous-mêmes, alors que nous sommes des observateurs aguerris qui suivons de près, et des acteurs sociaux et citoyens impliqués. Nous ne nous attendions pas à une telle rupture. Donc c'est extrêmement préoccupant. La solution, j'ai pas le sentiment qu'il y ait une partie dans le système qui peut engager une solution. Je ne vois pas. Je vois pas le président Tebboune changer de feuille de route. Il n'en a pas la capacité politique. C'est pas dans son mind, c'est pas dans son logiciel. Je vois pas dans l'armée, si on doit continuer d'utiliser les anciennes catégories, à savoir une partie l'état-major, l'armée en tenue. Je vois pas émerger un leadership qui peut faire changer de feuille de route. Je vois pas dans les services, dans la partie de l'armée, la police politique également émerger une vision qui peut amener à changer d'orientation et à cesser d'appliquer la feuille de route de 2019, celle de Ahmed Gaïd Salah. Et donc, je vois pas. Je vois pas et c'est un moment de grande perspective, de grande préoccupation et de grande inquiétude. Voilà, s'il faut encore montrer avec la mobilisation est là. S'il n'y avait pas le dispositif qu'il y a en ce moment dans les grandes villes, dans Alger notamment, les Algériens continueraient à sortir en très grand nombre. Et donc il y a un moment donné où moi j'interpelle quand même un petit peu une partie des personnalités qui se sont cachées ces derniers mois. Des anciens premiers ministres, des anciens ministres qui avaient l'habitude de prendre la parole, qui avaient l'habitude d'interpeller y compris l'institution militaire pour dire qu'il faut arrêter d'aller dans cette direction, que c'est pas possible. On a entendu Nordine Bokrouh, ancien ministre. Ça ne se fait plus. Ihsan El-Qadi. Maintenant. On a entendu Nordine Bokrouh intervenir l'opinion publique par rapport donc à Tebboune, mais aussi à la situation politique chaotique. C'est pas constructif ce qu'a fait Nordine Bokrouh. On aurait voulu l'entendre. Moi, je suis pas sa page Facebook, mais oui, disqualifier le président de la République. Oui, bien sûr, il est disqualifié politiquement depuis son élection. Il s'est jamais qualifié d'ailleurs. Et ce qu'il a fait depuis, ne pas écouter les Algériens, être dans une attitude autiste qui ne s'écoute que lui-même, pour reprendre des expressions qu'a utilisées Nordine Bokrouh. Effectivement, ça a aggravé le tableau. De là à aller jusqu'à le qualifier de fou, ça n'engage que l'auteur de cette accusation. Mais en fait, ça nous fait pas beaucoup avancer. Ça nous signale juste l'urgence de la situation et le fait qu'effectivement, plus que jamais, je vais vous dire, en fait, on s'est enfermé dans le piège le plus atroce. On a reconduit une constitution hyper présidentielle qui donne la quasi-totalité du pouvoir au président de la République. Et on a dans cette fonction quelqu'un qui n'est pas capable d'assumer cette quasi-totalité des prérogatives institutionnelles. Et donc, on a encore une fois bloqué la machine. C'était comme au temps du 5e mandat de Bouteflika.
hyper prérogative à la présidence, président absent. Aujourd'hui, hyper prérogative à la présidence, de la même façon, président faible. Faible politiquement, incapable de réellement présider. Et donc, je ne parle même pas de son problème de santé et de son incapacité à travailler de manière sérieuse. Et donc, nous sommes exactement dans le même schéma que dans le 5e mandat, mais avec une différence, c'est que les Algériens ont proclamé qu'ils ne souhaitaient plus être gouvernés de la même manière. Et ils l'ont proclamé pendant 2 ans de manière très forte. Et donc on devrait, à un moment donné, quand même, leur prêter écoute pour essayer de sauver le pays. Mais quand on essaie de faire une lecture, Hassan Qadi, par rapport à ces résultats législatifs de cette élection, on se pose la question, ou le citoyen se pose la question, pour dire, elle est où cette nouvelle Algérie? On parle du FLN, on parle du RND, on parle de Hams, c'est la coalition de l'ère de Bouteflika, si on peut dire. Je vais vous dire, là, de ce point de vue-là, à partir du moment où les Algériens n'ont pas voté, il ne pouvait pas y avoir d'autres résultats que celui-là. Le résultat a été arrangé, on a fait monter le taux de participation de manière frauduleuse. Donc, on a fait monter le nombre de votants pour permettre à beaucoup de listes, notamment des listes d'indépendants, de passer le cap de la barrière d'entrée de 5% et donc pouvoir avoir des sièges. En fait, la fraude a porté surtout dans la création d'un groupe factice qui est le groupe de 78 sièges des indépendants, qui n'est pas du tout homogène. C'est pas le même groupe, c'est des listes d'indépendants qui, si ça se trouve, sont totalement en divergence politique et ne partagent pas les mêmes visions. Mais à partir du moment où les Algériens ont ignoré cette élection, il ne fallait pas s'attendre à autre chose que au renouvellement de la base électorale habituelle du système, avec un volant d'électeurs qui est encore beaucoup plus faible que ce qu'il a été d'habitude. Que peut-on faire avec cela? On savait avant qu'il ne serait pas possible de faire quoi que ce soit. Et donc, Abdelmadjid Tebboune a pris le risque d'apparaître comme étant quelqu'un qui ne peut pas renouveler la classe politique, de même qu'il avait déjà pris le risque au niveau de l'exécutif, parce il dirige le pays quand même depuis 18 mois. On ne va pas le perdre de vue. Mais quand vous parlez, il a dirigé le pays avec un exécutif qui était déjà en bonne partie celui de la preuve, c'est qu'il y a 2 ministres qui sont rentrés qui ont été arrêtés, qui sont rentrés en prison, qui ont été aux affaires sous Abdelmadjid Tebboune. Ça veut dire qu'on est quand même quelque part bien en train de continuer. Et le vrai, et pourquoi c'est pas une surprise, c'est parce qu'on sait que même au niveau de l'administration, de la haute administration, au niveau de là où on a besoin d'intelligence, où on a besoin de compétences, entre guillemets, l'Algérie nouvelle de Tebboune n'arrive pas à attirer des talents, n'arrive pas à attirer des personnalités et des compétences. Et donc, mais quand vous parlez, quand vous parlez de Abdelmadjid Tebboune, est-ce que vous êtes pas en train de singulariser le pouvoir, le vrai pouvoir algérien qu'on sait très bien, qui n'est pas représenté par Abdelmadjid Tebboune, que les observateurs parlent bien sûr il est représenté par real power, la réalité du pouvoir. Il ne détient pas la réalité du pouvoir, mais c'est lui l'ambassadeur du pouvoir. Donc moi, le régime d'aujourd'hui, je l'appelle le régime Abdelmadjid Tebboune. Après, ceux qui l'ont mis là, ils n'ont qu'à se débrouiller avec cet intitulé. Mais au vu de la Constitution, c'est lui le premier responsable, et quand on doit adresser des critiques, c'est à lui qu'on va les adresser en premier. Maintenant, on sait que la réalité du pouvoir n'est pas chez lui, qu'elle est détenue par l'ANP, mais que ça devient beaucoup plus confus dès qu'il s'agit de l'ANP, parce qu'on ne sait pas dans les centres de pouvoir, l'état-major, les anciens de Ahmed Gaïd Salah, les nouveaux, le renouvellement, pas renouvellement, etc. Ça devient beaucoup plus confus dès qu'il s'agit de l'ANP. Donc pour l'explication, c'est Abdelmadjid Tebboune qui a fait la campagne, qui a tenu à faire le 12 juin. C'est Abdelmadjid Tebboune qui répond aux interviews de la presse étrangère. C'est Abdelmadjid Tebboune qui considère que le journaliste, notre collègue Rabih Karish a joué au pyromane, et donc qui a joué au procureur et qui l'a accusé. C'est lui qui porte le discours de la répression. Il est responsable de tout ça. Il est le premier responsable politique du pays. Et de Barras.
Est-ce que vous pensez que Abdelmadjid Tebboune est devenu un élément encombrant pour le régime? Alors, je vais vous dire mon intime conviction. Moi, je pense que si les choses étaient à refaire, le régime, le cœur du système aurait fait autrement. Il n'aurait pas pris un Premier ministre et un ministre de l'Habitat avec toutes les suspicions qu'il peut y avoir avec l'affaire... déjà l'affaire à l'époque de Khalifa Bank, l'affaire de Chiri, donc avec son fils, etc. C'est quand même compliqué comme profil pour diriger. Et l'affaire aussi de son fils, par rapport au dossier de la cocaïne que je viens de citer. Donc c'est compliqué pour diriger l'Algérie révolutionnaire. Je pense que si c'était à refaire, c'est pas comme ça qu'ils auraient fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu les difficultés. Il y a eu une partie de l'armée, visiblement les services, la DGSI, qui était plutôt pour soutenir la candidature de quelqu'un d'autre. Et donc si c'était à refaire, mais maintenant il est en place, et je ne pense pas que l'armée se désolidarise facilement d'un président qui est en place. On l'a vu avec Bouteflika, en dépit de tout l'état de santé dans lequel il était, l'état de santé désastreux dans lequel il était, etc. Bon, l'armée a fait corps derrière lui, notamment à cause du chef d'état-major qui avait choisi de le soutenir vaille que vaille. Et donc, les changements d'options, les changements de scénario ne se font pas facilement. Il peut être embarrassant, mais on le saura pas, ça se dira pas suffisamment. On aura peut-être des échos. Par exemple, on sait qu'il y a une partie des services qui n'étaient pas très enchantés par la tenue par le monde électoral, par les élections, la façon dont ça s'est tenu. C'était quelque chose de nouveau. Peut-être qu'ils n'arrivaient pas à contrôler l'Assemblée telle qu'elle allait émerger, etc. Mais de là à parler d'une volonté de l'armée à changer de scénario et peut-être à passer et à rompre avec la gouvernance Tebboune, moi je pense que ça prendra plus de temps que cela. Ça peut arriver, mais ça se fera de manière... pour l'intérêt du pays, il vaut mieux que ça se fasse de manière pactée, de manière négociée, avec un agenda. Khalid, il ne peut pas terminer son premier mandat, mais il peut engager une transition avec le renouvellement des institutions sur des bases plus ouvertes et plus démocratiques, que les choses se fassent de manière intelligente. Que cela ne se fasse pas comme au Mali. Voilà. Évitons ce type de scénario, ça ne nous avancera pas. Très bien. Et qu'est-ce que vous pensez, Hassan Khadi, de la réponse du Hirak? Est-ce que vous pensez que il y a des questionnements où le Hirak est en bonne voie, malgré cette politique de répression, cette politique répressive envers les Hirak? Alors, le mouvement populaire a évolué depuis, on va dire, la seconde saison de ces marches, la partie séquence marche, depuis février 2021, et donc le 16 février à la reprise des marches à Khatata, puis dans le reste du pays. Il a évolué en ce sens que il y a une vraie prise de conscience que les marches toutes seules doivent être accompagnées d'un réseau, d'une organisation, d'une coordination au niveau national de tous ceux qui souhaitent le changement, et de la confection, de la production d'une feuille de route politique et d'un pacte qui relie et qui soit un pacte qui permette de fonctionner politiquement dans la confiance entre tous ceux qui demandent le changement. Ça, c'est une idée qui était minoritaire en 2019 au plus fort du Hirak, mais qui a progressé de mois en mois. L'année du confinement nous a beaucoup aidé à bien prendre conscience de la nécessité de doter le Hirak de cette connexion, de cette organisation qui n'est pas une représentation, qu'on s'entende bien. Il ne s'agit pas de faire en sorte que le Hirak ait des représentants, mais il s'agit de faire en sorte que le Hirak essaie de parler de plus en plus de la même voix politiquement et qu'il propose des pistes de sortie de crise. Après, comment on implémente cette option, cette nécessité qui est apparue au mouvement populaire de mieux s'organiser. Déjà, on est obligé de nous organiser autour de la défense contre la répression. C'est déjà la première urgence qui nous a amené à nous mettre en réseau. Et d'ailleurs, la répression ces 2 derniers jours,
c'est plus concentré sur les militants qui défendent les détenus, qui essaient de faire en sorte que les détenus ne sont pas abandonnés. Fatiha Briki, c'est dans ce cadre-là qu'elle a été arrêtée, et les affaires qui sont de plus en plus en train d'être aujourd'hui, qui font l'objet de répression, sont des affaires liées au soutien aux questions de droits de l'homme et aux questions de lutte contre la répression. Donc déjà, il y a ce niveau d'organisation qui doit être prolongé au niveau politique, et je pense que ça va se faire au rythme de la mobilisation, au rythme des exigences du moment. Le moment politique est en train d'arriver. Je constate qu'il y a des chefs, des leaders, enfin des figures du Hera qui aujourd'hui se conçoivent de plus en plus dans le projet politique. Je note que Samir Blarbi, par exemple, a lancé un mouvement qui se considère comme conservateur et nationaliste, avec l'objet de se préparer pour une élection présidentielle, quelle que soit sa date. C'est une option. Ça veut dire qu'il repose le problème de la présidence de la République. C'est le problème duquel tout est parti, hein, le 22 février. Et donc, il y a une évolution de ce point de vue-là, même si les marches devaient reprendre, et je pense que si le pouvoir baisse la garde, les marches dans toute l'Algérie reprendraient, elles ne se tiendraient pas seulement en Kabylie. Même si les marches devaient reprendre, il y a une obligation de produire du contenu et des perspectives. Et aujourd'hui, de plus en plus de figures de Hera qui travaillent, et c'est tant mieux. Vous avez parlé donc des détenus Hassan Qadi et du journaliste aussi Rabah qui est en Narasset. Comment peut-on faire la lecture de ces 82 ONG qui ont saisi le Conseil des droits de l'homme de l'ONU par rapport à la situation donc des droits de l'homme en Algérie? Est-ce que vous pensez que on peut faire de la pression, surtout dans ce domaine des droits de l'homme, des dépassements, les détenus politiques? Est-ce qu'on peut faire de la pression sur ce régime à réfléchir, ou même à essayer d'écouter le peuple algérien pour un changement? On parle de quelle pression? La pression internationale? Oui, tout à fait. Moi, j'ai toujours été très clair sur cette question-là. Pour moi, il n'y a pas d'ingérence sur les questions des droits de l'homme. Moi, j'interviens partout dans le monde quand on fait appel à moi, aux journalistes, sur des questions d'atteinte aux droits de l'homme. Je prends position et je me solidarise et je dénonce et je condamne, et je considère que le reste de la communauté internationale, le reste de l'humanité, aujourd'hui je suis scandalisé parce qu'il arrive en Birmanie, et donc j'interpelle la communauté internationale pour qu'elle dénonce la junte militaire en Birmanie. Je ferai la même chose partout où les droits de l'homme sont touchés, et moi j'appelle à ce que la communauté internationale intervienne sur les questions des droits de l'homme en Algérie. Pour moi, il n'y a pas d'ingérence sur ces questions-là. Et si la pression passe par les Nations Unies sur les questions des détenus et sur les questions des exactions, sur les atteintes aux libertés de la presse, aux libertés fondamentales en général, je commence par celle de la presse parce que je suis journaliste, je le conçois complètement et je le revendique. Et ça fait partie de ma culture politique depuis plus de 30 ans, et c'est pas aujourd'hui que j'ai changé. Et personne ne me... Moi, j'ai été à l'école de l'Arahmou, Maître Ali Abdel qui nous a permis de faire des avancées très importantes sur les droits de l'homme. Aujourd'hui, un cas de torture n'est plus observé de la même manière que dans les années 80. C'est bien observé comme étant une atteinte grave. Et c'est terrible que ça existe encore, mais c'est très bien que les Algériens ne l'acceptent plus et considèrent que c'est une atteinte grave. Et ça, c'est un combat qui n'est pas passé que par la mobilisation en Algérie, c'est aussi passé par la pression internationale, par les engagements officiels de l'Algérie. L'Algérie qui a corroboré des conventions au niveau mondial, au niveau international, qui sont des conventions où le gouvernement algérien s'engage à respecter les droits de l'homme. Et donc, on le rappelle à ses devoirs, tout simplement. Et lorsqu'il ne respecte pas ses devoirs, la communauté internationale, ses partenaires, les partenaires du gouvernement algérien au niveau international, sont tout à fait habilités à lui rappeler ses engagements. Et c'est tout simplement. Voilà. Et donc, cette pression-là, oui, elle doit exister, et à mon avis, elle va continuer malheureusement à exister. J'aimerais bien qu'elle ne soit pas là, qu'on n'en ait pas besoin, parce que j'aimerais qu'on parle différemment de l'Algérie, qu'en en parlant bien. Moi, j'aimerais beaucoup que l'Algérie ne soit pas une rubrique des droits de l'homme et des atteintes et des exactions dans les journaux télévisés mondiaux et dans la presse internationale, comme ça a pu être le cas d'ailleurs
le week-end dernier quand on a été en garde à vue à la Kazan Antar à 3. C'est triste, vraiment c'est triste. Je souhaiterais que ce ne soit pas le cas. Mais si on continue à ne pas respecter les droits de l'homme, et c'est le cas maintenant, et on est très très mal orienté de ce point de vue-là, évidemment, la pression internationale fait partie des moyens pour faire reculer le gouvernement et l'amener peut-être à les respecter et aussi à considérer les libertés en général parce qu'elles sont piétinées en ce moment et c'est très très préoccupant. Un dernier mot, Ahsan Qadi. Est-ce que vous êtes optimiste pour un changement que le peuple revendique? Moi, j'ai l'optimisme de l'action. J'ai l'optimisme de l'action. Enfin, moi, je suis le fils d'un moudjahid de la première heure qui a déclenché le 1er novembre 54. Bon, quand on a ce projet-là complètement insensé, enfin, il me raconte ce que c'était le printemps 54 et le projet insurrectionnel après le démantèlement de l'os, et que c'était quelque chose de totalement impensé. Les échanges qu'il pouvait y avoir avec les centralistes à l'époque, qui n'y croyaient pas, personne n'y croyait. Et donc, ce sont les activistes qui ont porté le projet, qui ont cru. Donc, j'ai l'optimisme de l'action. Mais en même temps, j'ai l'inquiétude et une forme de pessimisme de la raison parce que je n'ai rien vu ces derniers mois. En fait, j'ai la grosse frustration d'avoir vu le pouvoir algérien et notamment la hiérarchie de l'armée rater une superbe et une magnifique opportunité, celle d'aller à la rencontre du peuple algérien pacifique tel qu'il s'est révélé au monde et à lui-même en 2019. Et on aurait pu faire de très grandes choses ensemble pour passer à autre chose dans l'intérêt de tous et dans l'intérêt des institutions et aussi dans l'intérêt de ceux qui ont dirigé ce pays pendant des années. On aurait pu mettre à l'abri un processus de transition de manière intelligente. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Est-ce que c'est trop tard? J'ai la faiblesse de croire que c'est encore possible, mais je ne vois pas avec quel protagoniste aujourd'hui, malheureusement. Ceux qui se sont montrés jusqu'à maintenant au devant de la scène ne semblent pas pouvoir comprendre qu'il faut engager la voie du changement et je le déplore énormément. Merci beaucoup Ahsan Qadi, journaliste, directeur de Maghreb Émergent et Radio M qui était avec nous. Yatik Saha, Ahsan Qadi. Adel Jabbar, je vais revenir à vous. Donc, c'est 82 ONG qui ont saisi le Conseil des droits de l'homme de l'ONU par rapport au dépassement donc des droits de l'homme, à la situation des droits de l'homme en Algérie, mais aussi on peut parler aujourd'hui, avancer un chiffre de 260 détenus politiques en Algérie. Quelle lecture peut-on faire donc de ça, Adel Jabbar? Je vous entends très très mal. Adel Jabbar, je ne pense pas que vous avez entendu ma question. Adel Jabbar. Oui, je vous entends. Je vais revenir à vous, Adel Jabbar. On va essayer de régler ça très rapidement. Je vais mettre Belkacem Naïd Saleh. Je ne sais pas si vous avez entendu ma question. Vous êtes avocat et bien sûr, vous déplorez la situation des droits de l'homme en Algérie. Et on parle de 82 ONG, dont des ONG algériennes et aussi internationales, qui ont saisi le Conseil des droits de l'homme par rapport à ces de l'ONU par rapport à ces dépassements. Maître Belkacem Naïd Saleh. Oui, il est évident que cette politique de la fuite en avant, en utilisant la répression comme moyen pour porter atteinte aux droits de l'homme en Algérie, il est tout à fait évident que les organisations internationales appartenant à l'ONU soient saisies par des organisations qui dépendent des droits de l'homme. Mais ce qui est inéluctable, c'est si on continue dans cette la pression va être énorme et les organisations vont interpeller le Conseil des Nations Unies, ils vont l'interpeller concernant le cas algérien. Chose qu'il faut éviter à tous les moyens, parce qu'à partir de là, il y aura une ingérence politique et non plus des droits de l'homme, une ingérence dans les affaires algériennes, publiques algériennes. Et de ce fait, nous avons toujours appelé les autorités à faire preuve de courage et de lucidité, que cette voie-là ne mène à rien. On ne peut pas faire
de l'Algérie un État sans son peuple. Il faut être fou, il faut être insensé, inconscient pour continuer dans cette voie-là. L'atteinte aux droits de l'homme en Algérie est une réalité. Nous appelons de notre vœu à ce que les pouvoirs publics font une rélecture de la situation et respecter la volonté du peuple et respecter les droits fondamentaux dont l'Algérie est signataire. Nous ne pouvons pas continuer dans cette voie-là. Si nous continuons dans cette voie-là, en absence de solution et surtout une solution politique, nous allons vers une ingérence étrangère dans nos affaires. Et nous allons à la même mise de puissance étrangère par l'intermédiaire des organisations pour faire faire un chantage à l'État algérien. Nous appelons au respect des droits de l'homme algérien. Nous appelons l'Algérien à les mêmes droits partout, comme tout citoyen au monde, il a les mêmes droits. Il faut respecter les droits de l'homme en Algérie. Il n'y a pas d'autre solution que le respect intégral, total, clair et manifeste des droits de l'homme parce que nous faisons partie, l'Algérie a été signataire des traités internationaux, nous faisons partie des organisations qui ont la charge des défenses des droits de l'homme. Nous ne pouvons pas nous permettre un autre isolement, nous ne pouvons pas être mis au bon des accusés, au bon des nations. Il faut revenir au bon sens. Il faut respecter les droits de l'homme en Algérie, ni plus ni moins. Très bien. Restez avec nous, Maître Belkacem Naït Saleh. Adel Jabbar, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, oui. Très, très bien. Je ne sais pas si vous avez entendu ma question, Adel Jabbar, avant d'avoir des petits soucis de son. Donc, la question était la suivante. Il y avait plus de 82 ONG qui ont saisi le Conseil des droits de l'homme de l'ONU par rapport bien sûr à la situation des droits de l'homme. La criminalisation incessante des droits fondamentaux justifie une réponse urgente. Donc on dit ces ONG dont la Ligue des Algérienne pour la défense des droits de l'homme et aussi le Comité national pour la libération des détenus, Amnesty International, Human Rights Watch, le niveau de répression a augmenté drastiquement et une position publique plus affirmée de la part des États-Unis est cruciale pour des États est cruciale pour protéger les Algériens. Qu'est-ce que vous en pensez, Adel Jabbar? Pour commencer, j'avouerai que je partage pleinement l'analyse et la vision de Maître Belkacem, Naït Belkacem, qui a vu extrêmement juste. Moi, je pense que ce n'est pas la première fois que ce régime dictatorial se fait tirer les oreilles par des instances internationales. Il y a eu Genève, il y a eu Strasbourg. Aujourd'hui, ça monte d'un cran. Ça va à l'ONU. Et je pense que ce régime-là, il est en déperdition, il n'a pas de raison, est en train d'ouvrir la porte grande ouverte à l'intervention étrangère. L'ONU et les instances internationales ne se tairont pas devant tant d'atteintes aux droits humains en Algérie. Elles vont finir par intervenir comme elles ont intervenu ailleurs. Et donc ce régime-là, pour moi personnellement, représente un très grand danger pour l'Algérie. C'est lui qui va ouvrir les portes à l'intervention étrangère. Ce qu'ils oublient ou ce qu'ils ne veulent pas encore intellectualiser comme réalité, c'est que si les droits de l'homme de l'ONU vont intervenir, ils vont réouvrir les dossiers du génocide de 92, de la décennie rouge qui a eu lieu en Algérie. Et aujourd'hui, on est en train de voir une guéguerre entre des vieillards séniles, des bandits, des voyous qui ont mis la main basse sur ce pays-là pour le clochardiser et le réduire à sa plus simple expression, en train de se chamailler tout en étant dans l'informel. On voit deux ex-généraux criminels des années 92 qui n'ont absolument aucune responsabilité officielle au sein de cet État-là, en train de manœuvrer et de tirer les ficelles pour pouvoir procéder à des ajustements qui ne font que répondre à leurs intérêts et pas aux intérêts du peuple algérien et de l'étranger. Je continuerai par dire, contrairement à ce qu'a dit M. Hussein Qadi, Tebboune, même s'il est nanti de pouvoir quasi divin, il ne représente strictement rien. C'est un faire-valoir
qui n'a aucune capacité de décision. On l'a ramené, on lui a confectionné une constitution de droit divin pour faire de lui un monarque absolu, mais il ne décide de rien. Parce que l'équation algérienne, elle est très simple. L'Algérie souffre d'un cancer. Ce cancer-là s'appelle son oligarchie militaire et sa police politique. Tant qu'on n'a pas résolu cette question, on n'ira pas loin. On n'ira pas loin. On a beau ramener des prophètes du paradis, ils vont échouer devant Shingriha, devant Nzar, devant Tawfiq, etc. Le régime militaire doit disparaître. Il doit être dissous dans la suite. C'est la seule question. Et le peuple algérien ne s'est pas trompé pour dire Madaniya Mouch Askaria. Tant et aussi longtemps que les militaires sont là, tant que la cocotte pleine de batata est là avec un couvercle sous forme de rangers ou de casquettes, ça ne marche pas. Il ne s'agira que de folklore pour pouvoir changer des vitrines civiles et serviles d'une oligarchie militaire prédatrice qui est là depuis 62. À l'époque, il se cachait derrière les rideaux. Cette nouvelle génération X numérique, digitalisée et mondialisée a tiré les rideaux pour nous montrer la face hideuse de ces vieux généraux avachis qui sont incapables de faire 100 mètres et qui veulent encore une fois reconstruire une vitrine civile. Ces temps sont échus, c'est terminé. Il faut qu'ils comprennent. La décision aujourd'hui pour qu'on fasse un pas vers un renouveau algérien, pas l'Algérie nouvelle ou l'Algérie ancienne ou l'Algérie médiévale, etc. Si on veut aller dans le bon sens, il faudrait que cette armée comprador, ces généraux mamelouks comprennent définitivement que ce peuple est en rupture avec eux. C'est tout. C'est le divorce est sans appel. On ne peut pas retenir quelqu'un contre sa volonté. Ils se sont cachés pendant 60 ans sur des histoires de légitimité révolutionnaire, eux qui étaient en pyjama en dehors des frontières, puis c'est la légitimité révolutionnaire, et puis c'est le droit des NES, moi je l'appelle le droit d'Anès, parce qu'il et puis il dit que non, parce qu'il est plus ancien dans le grade, puis il est plus élevé. C'est un hayawan, c'est un hayawan sous forme humaine. Et il a une mitraillette, c'est tout. Donc, l'équation algérienne est connue. Tant et aussi longtemps que l'Askar, le pouvoir, ça ne marchera jamais. Et le peuple algérien devra continuer à lutter pour ses droits civiques, pour son émancipation, pour son indépendance, de la manière la plus pacifique. Moi, je me rappelle, j'ai lu l'histoire de l'indépendance de l'Inde, quand Gandhi avait prôné la non-violence, il avait lui aussi désigné des représentants du mouvement indien pour l'émancipation. Les Anglais ont pris tous ces représentants, ils les ont coffrés. C'est très dangereux aujourd'hui que des Algériens sortent. Nous avons une élite en Algérie. Moi, je citerai entre autres, sans faire de jaloux, des Boumala, des Kalim Tabou, des gens brillants en Algérie, des maîtres, j'ai oublié son nom, qui est avec Maître Badi. Il y a des gens brillants en Algérie. Est-ce que l'oligarchie militaire prédatrice aujourd'hui permettra à ces gens-là de faire un petit pas, de s'asseoir autour d'une table et de dégager une plateforme pour trouver des solutions? Notre pays est en train de couler. Ces gens-là font la sourde oreille. On est rentré encore dans une phase de déstabilisation de l'Algérie. Le cinglé qui ne gère absolument rien fait des proclamations pour dire aujourd'hui nous sommes forts d'une constitution pour envoyer nos militaires à l'étranger. Mais c'est terrible comme truc. L'armée algérienne, les oligarques. Reste avec nous, Adel Djoubar, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Je sais que je vais donner la parole à Jamal Ghassoum. Jamal Ghassoum, notre pays est en train de traverser une crise politique. Beaucoup d'observateurs le disent. Les Algériens l'ont exprimé. Ils ont parlé de la rupture avec la Issaba, mais ils pensent que la Issaba est toujours là. C'est elle qui est en train de mener la danse, si on peut dire. Est-ce que vous pensez que ce régime, Jamal Ghassoum, est devenu un danger pour notre pays? Alors, je vais répondre de manière croisée. Tout d'abord, si j'ai eu plaisir à venir aujourd'hui, c'est parce que vous m'aviez dit que Hassan Qadi était là.
était présent sur le plateau, Insan Muhtaram, Matrabbi ou Andou Qira Siyasi. C'est vraiment ce qui m'intéressait. Pour le reste, c'est de la sciento-chortologie. 4 points qui traversent votre question. Vous allez encore couper. Non, je vais vous rendre la parole. Je vous ai invité comme les autres invités. J'ai l'habitude de me faire couper de toute façon. C'est une habitude, même les téléspectateurs le savent. Non, parce que je vous ai coupé par rapport à ce que vous êtes en train de dire juste maintenant. Ce n'est pas par rapport à votre analyse. Vous savez très bien que vous êtes invité et vous êtes libre de parole. Vous allez me couper de toute façon. Vous allez me couper. Je le sais. Allez, Bon, il y a 4 points que نختلف مع إحسان القاضي نختلف في بعض حوايج ولكن عنده قراءة سياسي donc c'est une personne avec qui je peux analyser et contre les choses. Il a évoqué 4 points qui me paraissent intéressants et je traverserai aussi votre question. Tout d'abord, lorsqu'il dit qu'il ne voit pas la solution dans les différents corps. C'est une réalité et je pense que c'est une des grandes problématiques, aussi bien pour les analystes politiques, voire même pour les pseudo-analystes politiques, c'est une difficulté de trouver dans un corps de métier, que ce soit l'armée, l'administration ou autre, une lueur d'espoir. Ça, c'est une grande frustration. Le second point que Hassan Qadi a apporté, c'est la question de la liste des indépendants. Et moi, j'ai un doute sur la réalité de l'indépendance des listes d'indépendants. Donc, ce sera forcément une conséquence à l'Assemblée nationale. Il a évoqué un troisième point qui me paraît tout à fait important, et c'est aussi la posture que j'ai, lorsqu'il dit que, et vous lui posez la question sur Abdelmajid Tebboune, et qu'il a dit très justement qu'il recentre la responsabilité sur le président de la République parce qu'il est le représentant, même s'il y a des gens derrière. Ça me paraît une notion très importante. Intellectuellement, c'est quelque chose de construit et c'est quelque chose que j'adhère puisque aujourd'hui, la responsabilité entière est à Abdelmajid Tebboune, à personne d'autre, et je le mets responsable du retour de la Rissaba. Le quatrième point qu'il a évoqué aussi sur la question des droits de l'homme. Alors là, j'ai un point de vue divergent par rapport à Hassan Qadi quand il dit qu'il n'y a pas pour lui d'ingérence lorsqu'il s'agit des droits de l'homme. Sur le fond, je suis d'accord avec lui. Mais je dis simplement que lorsque des États, des grands États dans le monde, pratiquent eux-mêmes de la torture, exécutent des enfants de 14-15 ans et qui viennent donner des leçons sur la morale, je dis simplement que charité bien ordonnée commence par soi-même. Je terminerai par une phrase qu'a eue Hassan Qadi, comme quoi je l'écoute, lorsqu'il a dit j'ai le pessimisme de la raison. Et je partage complètement ce point de vue. J'ai le pessimisme, ma raison me rend complètement pessimiste par rapport à la suite des données politiques, aussi bien le nombre de détenus d'opinion. Oui, il y a des détenus d'opinion. On ne peut pas ne pas le dire. Ne pas le dire, ce serait un déni de réalité. Donc, comme le dit Hassan Qadi, sur lequel je diverge sur d'autres points, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui, j'ai le pessimisme de la raison. Voilà ce que je pourrais dire. Est-ce qu'on est en un seul mot, Jamal Gsoum, et je ne vais pas vous couper la parole. Je vous coupe pas la parole parce que j'ai envie de vous couper la parole. C'est juste pour clarifier ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de construire cette nouvelle Algérie? Non. Ben non, on ne peut pas. Attendez. Là, je m'adresse au président de la République. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas dire, c'est à vous que je m'adresse, vous ne pouvez pas parler de nouvelle Algérie en ayant peu à peu, bon an, mal an, que vous le vouliez ou non. Vous nous ramenez les gens, les pires de la terre, et en parlant de la nouvelle Algérie. Non. Noir, c'est noir. On ne va pas me dire que c'est blanc. Merci Jamal Gsoum. Merci Atik Saha parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Très rapidement, Belkacem Naïd Saleh, le mot de la fin. Après, je donnerai la parole aussi à Adel Djoubla. Maître Belkacem Naïd Saleh, à vous la parole. Très rapidement, s'il vous plaît. Oui, tout d'abord, moi je reste optimiste parce qu'il y a une réalité qui est ce peuple est sans génie. Le peuple a pu résister durant l'heure de Bouteflika à des guignols de haute voltige. Alors maintenant, il peut outrepasser ce genre de nature humaine. La question qui reste fondamentale est qu'avec l'avènement d'un autre élément qui va pousser le pouvoir réel à revenir à la raison, qui est la crise économique. Cette crise-là, si elle n'est pas résolue d'une manière intelligente, fera qu'il y aura une explosion sociale dont les conséquences ne sont pas mesurées par les
la petitesse d'esprit des gens. Et je vous remercie. يعطيك الصحة بارك الله فيك merci à vous Maître Belkacem Ned Saleh. En une minute très rapidement Adel Jabbar, je vais vous presser, je vais pas vous couper la parole. تفضل سعاد. Bon, franchement, je vais sortir de trucs. Moi, je suis agacé parce que moins que rien, qui vient sur votre plateau avec un CV pour demander de l'emploi à une dictature. La dictature vient de lui donner un coup de pied dans le derrière. Il est là à se mettre en lévitation pour nous regarder de haut comme des insignifiants. Je rappelle à ce gars-là, à cet insignifiant-là, que dans le club des Hachichin de Baudelaire disait plus haut qu'on soit assis, on est assis sur son derrière. Or, moi, je lui demande d'aller laver son derrière parce que ce type-là, il chie de la bouche. Il est là pour mépriser les gens. Je ne peux pas laisser passer ça. Personne ne m'a insulté, surtout un petit péclo de cette espèce-là. Adel Jabbar, je m'excuse qu'on est tombé dans ce genre vous ramenez de sinistres individus qui viennent nous donner des leçons, qui vient nous prendre de haut. C'est un insignifiant, ce type-là. Pour moi, c'est epsilon, c'est l'insignifiance mathématique même. Merci, Adel Jabbar. Ne ramenez plus les gens. Faites un sondage auprès de vos téléspectateurs. Ils vomissent ce genre d'individu-là. Merci, Adel Jabbar. Vous permettez qu'il nous insulte. Lui, il n'est pas coupé, par contre. Adel Jabbar, merci à vous, merci à tous mes invités. Je m'excuse donc pour ces dépassements. On aurait aimé que le débat soit resté donc par rapport à ce que vit notre pays politiquement et on s'excuse de ces dépassements. Merci à vous d'avoir suivi cette émission.